Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette émission Plus belle Massarthe. Nous sommes dans la deuxième partie avec nos chroniqueurs et fidèles habituels. Emeline Falampin, bonsoir. Bonsoir Bruno. Emeline qui va nous parler des commerces, des mouvements au Mans et dans la Sarthe. Tout à fait. Monsieur Fernand Lejard, himself. Bonsoir Monsieur Bruno. Bonsoir Fernand. Comment que c'est-il que ça va? Eh bien écoute, ça va bien. Bon, moi j'en suis fort aise. Eh ben c'est bien, mais je suis pas bien exporté. On aura l'occasion de disserter tout à l'heure, puisque je crois que vous nous avez préparé un thème de Daniel Lefago, hein, c'est ça? Je crée bien que ça va être ça. Et puis Pascal Mariette, bonsoir Pascal. Bonsoir. Notre expert en patrimoine. Et on va commencer justement la deuxième partie de cette mission avec vous Pascal pour revenir et découvrir la face cachée peut-être justement de Coulongers. De Coulongers. Alors Coulongers, déjà le nom voudrait dire en latin colonica, c'est-à-dire terre de colons. C'est donc une occupation qui fait penser à Rome. Et effectivement, il y a sur ce territoire des sources qui ont alimenté un petit peu plus bas, quand on descend sur la vallée du Loir, ce grand site d'Aubigné-Racan, où là, il y avait, on ne va pas dire une ville romaine, mais un lieu de rassemblement romain, et surtout une énorme villa qui faisait travailler énormément de gens. Bref, ça, ce sera pour dans quelques jours. On en parlera. Mais toujours est-il que sur ce site, il y a une église, une très belle église, qui a été construite au XIe siècle, bien qu'on sait qu'elle s'appelle Saint-Lubin, en l'honneur d'un évêque, un évêque de Chartres au VIe siècle. Donc avant, il y avait une autre petite église qui apparemment était aussi vouée à cet évêque, à ce saint. Et donc cette église a été construite au XIe siècle, elle est romane, et on en aperçoit quelques détails. Et surtout, moi, ce qui me surprend dans cette église, c'est ce qu'on appelle des modillons. Alors, qu'est-ce que c'est que des modillons? C'est toutes ces petites sculptures que l'on voit sous les corniches. Et généralement, il n'y en a pas deux pareils. C'est vraiment amusant. Alors, ça représente plein de choses, hein. Ça peut être l'astronomie, des animaux, des signes du zodiaque aussi, des maléfices, comme on dit, des choses un peu étranges. Et si on se dirige vers l'entrée de l'église, là, on retrouve aussi des modillons, là, sur les côtés, bien sûr. C'est des ornements, en fait. C'est des ornements qu'on trouve sur la cathédrale du Mans, dans plein d'autres églises, mais sur cette église, c'est vraiment ce qu'il en ressort. Et regardez sous l'arche aussi, donc des modillons sous l'entrée, et puis l'arche qui est roman, qui permet de rentrer dans l'église. Il y a deux petits personnages aussi en haut, mais regardez, là c'est vraiment des représentations et des sculptures très anciennes. C'est vraiment charmant. Donc si vous allez à Coulongers, allez voir la façade de l'église. C'est vraiment très très riche, c'est du tuffeau. Hein, on est sur la vallée du Loir, ça y est, on est sur les terres de tuffeau. C'est vraiment ce qui fait sa beauté. Avec une voûte en cul de four. C'est ça ce que j'ai appris aussi. Le fond. Qui rappelle le four à pain. Voilà, c'est la partie qu'on a vue en premier sur les photos, c'est-à-dire l'abside de l'église. Ensuite, il y a un autre lieu surprenant. Alors ça, je ne connais pas d'autres lieux en Sarthe comme ça. C'est la chapelle Saint-Hubert. Saint-Hubert, évidemment, patron des chasseurs. Mais regardez cette petite chapelle. Alors on la voit, elle n'a rien. C'est une chapelle tout à fait récente, hein, XVIIe siècle, pour moi c'est récent. Mais elle est posée sur quelque chose d'intéressant. Si on va de l'autre côté, c'est-à-dire sur la partie est de cette chapelle, on va regarder en contrebas, et juste en contrebas, qu'est-ce qu'il arrive? Un aqueduc qui va capter une centaine de mètres plus haut, une source qui débite apparemment, qui a un débit très important, ou qui a eu un débit très important, puisqu'on disait qu'il y avait quasiment 28 mètres cubes heure, donc, et qui a alimenté plus tard un lavoir, qui lui aussi est en contrebas. Et cette source, elle aussi, on suppose qu'elle l'alimentait comme celle alors qu'il y avait un nom, c'est Chenon, qui alimentait par un aqueduc. L'aqueduc allait jusqu'au site d'Aubigné-Racan. Ça avait été redécouvert par M. Lambert et Roifray il y a quelques dizaines d'années. Et vraiment, c'est assez surprenant parce que vous voyez en bas, les gens, ça a servi de fontaine, hein, les gens du village venaient chercher l'eau ici, en contrebas de la chapelle, mais je ne connais pas d'autres lieux où on a fait un petit édifice, une chapelle, sur une fontaine communale et surtout sur l'arrivée d'une source. On peut dire que c'est l'arrivée de la source. Là, on voit le lavoir en contrebas. Super, elle a bien été restaurée, effectivement. C'est un lieu à visiter lorsqu'on va à Coulongers. Parce que, ouais. Je trouve que c'est vraiment le lieu où se rendre. Et puis là, alors là, c'est l'histoire de France qui se réveille. C'est la croix de Brette. Est-ce que vous savez à peu près ce que ça pourrait être, cette croix? Qu'est-ce qui s'est passé il y a en 1370, on va dire, à cet endroit? Non, ça vous dit rien.
Une guerre. 170, Une guerre. la guerre de 100 ans. Exactement. On est en pleine guerre de Un 100 ans. petit peu plus au nord, il y a Pont-Valin. Oui, bien sûr, Et la il y a bataille le- de Pont-Valin avec Avec Duguay-Clin. Duguay-Clin, Avec les tout Anglais. à fait. Eh bien, cette croix, c'est à l'endroit exact où Duguay-Clin, après avoir gagné sa bataille contre les Anglais, est venu se poser avec ses hommes, son armée qui était essentiellement des Bretons. Ils sont venus se poser là, ils ont enterré les morts, parce qu'il y avait des morts, ils les ont aussi soignés, ils ont monté des cabanes pour faire des petits hôpitaux de fortune, et puis ils ont stationné ici, et en mémoire, la mémoire est restée sur place. On a construit ce monument en 1828 en mémoire de Duguay-Clin. Et vraiment, c'est vraiment une page d'histoire. Oui. C'est vrai que dans l'histoire de France, la bataille de Duguay-Clin, j'ai mis quelques images de livres d'histoire, mais vraiment, ça a marqué l'histoire de France. Et donc ça, en c'est un 13. monument que l'on peut retrouver au croisement des deux routes Alors lorsque oui, l'on sort de alors, Coulanger. De Coulanger, et surtout, c'est sur la route Le Mans-Le Lude. Quand vous passez Maison Rouge, on arrive, on voit cette croix, et puis ensuite, on va direction Le Lude. Donc, vous faites attention en conduisant. Hein, mais voilà la belle croix dite de Brette. Et Duguay-Clin, qui n'était pas sartois, mais je crois qu'il était né du côté de Dinan, Oui, cher Pascal. oui, oui. Et il a séjourné avant d'aller faire sa bataille à Viré en Champagne et à La Suze aussi. Il a fait quelques stations avant de regagner la chapelle de la Feigne, enfin le château de la Feigne à l'époque. Merci Pascal, merci pour toutes ces explications fort intéressantes. Et je dirais que la transition est quasiment toute trouvée. On parle des Anglais, des Britanniques. Je crois que Fernand, vous avez été inspiré justement par les derniers événements franco-britanniques de la semaine passée, en l'occurrence le roi. Ah ben, déjà, faut dire bonjour à tout et puis je suis bien béni d'être compté vous quand même, ça. Alors oui, il y a le roi et la reine d'Angleterre. Ils n'ont pas été reçus par le président. À Kilzaban à Louzé. J'ai vu ça dans le poste, moi, vous savez. Là. Et moi, pauvre petit là que je sais, eh ben, je n'étais pas bien résolu de voir ça. J'étais tout à Louis. Vu que nous, le roi, on y a coupé le tétio. Après avoir pris son château qui était gros d'excès. Ils appelaient ça la Bastille, je crois bien. Mais c'est pas tout ça. Et sans traveter, le président, il les a trimballés à Versailles pour un grand denier digne de Vatel. C'était du bon fricot. Hein. Pas de la tambane. Vu que ces gens-là, c'est plutôt friponnier et un petit peu pichelin. Et puis, le roi, je l'ai, oui, berdassé au Sénat. Eh ben, bon Dieu, faut vous dire, je l'ai trouvé un peu en lotonie, moi. Tout est pioché, pas bien résolu, pour un gars qui n'a jamais dû être avant-vœu au travail. Allez, bon retour chez vous, mon bon sire. Merci Fernand. À vrai dire, moi, je n'ai pas compris grand-chose dans tout ça. Quelques mots éparses. Bernaudet, Ouais. voilà, quoi, de ci, de là, mais j'avoue que là, Vous voudriez que je bien vous le collé. traduise? Ce que j'allais vous suggérer, que j'ai failli dire à mi-parcours, en disant aux téléspectateurs qui restent avec nous, parce que c'est vrai qu'on était parti dans une tirade un Oui, peu compliquée pour les non-initiés. je l'ai volontairement bien patoisé, parce que ça nous permet, et ça c'est une bonne idée de Pascal, le fait de parler de ce qui se passe dans l'actualité dans la semaine qui a précédé notre passage, ça nous permet de bien patoiser puisqu'on peut traduire derrière. Alors, et de remettre le patois en plus au goût du jour, voilà. on va dire. Hein. Dès que donc que je vous ai dit, le roi et la reine d'Angleterre ont été reçus par le président qui les a très bien complimentés. J'ai regardé cela à la télévision. Mais moi, petit cultivateur que je suis, je n'étais pas très heureux de voir cela. J'avais mal au cœur, vu que le roi, nous lui avons coupé la tête, après avoir pris son château, la Bastille. Mais un siècle plus tôt, en Angleterre, le roi Charles Ier avait été aussi exécuté. Oui, mais lui, il n'avait pas été exécuté à la guillotine. Hein. Il avait eu la tête sur le billot. Hein. Ils sont plus barbares que nous, les Anglais. Hein. Alors, mais c'est pas tout. Parce qu'après cela, et sans traîner,
Le président les a emmenés à Versailles pour un dîner digne de Vatel. C'était des très bons mets, pas de la cuisine grossière. Vu que ces gens-là, ils aiment des plats friands et sont plutôt difficiles. Et puis, j'ai vu le roi parler, pour ne rien dire, au Sénat. Et là, vint Dieu, je l'ai trouvé un peu faible. Et tout amaigri, pas bien portant, pour un homme qui n'a pourtant pas beaucoup travaillé. Allez, bon retour chez vous, mon bon sire. Merci Fernand pour J'espère cette que traduction. Nos amis anglais ne vont pas se fâcher. Il y a Non. du fair play. Oui, les Anglais sont très fair-play quand ils gagnent, jamais quand ils perdent. D'autant qu'entre le Mans et l'Angleterre, il y a une vraie histoire du temps des Plantagenets, puisque mademoiselle Mathilde s'était mariée avec le futur roi d'Angleterre en 1933. Et j'ai appris récemment, mais ça c'est une petite source indiscrète, que le roi Charles a failli s'arrêter au Mans en allant à Bordeaux. Voilà. Il aurait pu. Mais que... La reine Mathilde, qui était la dernière fille d'Henri Ier, dernier fils de Guillaume le Conquérant, s'est mariée avec Geoffroy Plantagenet, qui était comte du Maine et comte d'Anjou, puisqu'il était à la fois le fils de Foulques le Jeune, comte d'Anjou, et d'Enguerrand du Maine, qui était comtesse et duchesse du Mans. Et elle lui a donné son comté dès l'âge de 15 ans. D'accord. Voilà. Et c'est un jour, en allant se balader dans les Landes ou à la chasse, il avait planté un genêt dans son aume. D'où son nom de Plantagenet. Plantagenet, voilà. Alors qu'avant, on l'appelait Geoffroy le Bel. Hein. Et ils ont eu un fils, Henri II, qui est né au Mans. C'est ça. Qui a fondé, donc lui, vraiment fondé, de par son mariage avec Aliénor d'Aquitaine, qui a fondé véritablement l'empire Plantagenet. Ouais, mais les Plantagenets ne sont pas anglais, ils sont sartois. Voilà. Bon sang de bonsoir. Pascal, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, impeccable. Donc là, on parle du XIIe siècle. Vous avez évoqué le nom de Vatel. Oui. Peut-être que les gens ne savent pas qui est Vatel. En l'occurrence, c'était le traiteur, on va dire, du siècle les amoureux de Louis XIV. Il a d'abord été le cuisinier de Fouquet. Bon, tout le monde connaît l'histoire de Fouquet, qui était l'ennemi intime de Colbert, et Colbert a tout fait pour le faire arrêter, puis il a réussi. Et Vatel, lors d'un repas qu'il devait donner à Louis XIV, il attendait, je crois que c'était des poissons qui n'arrivaient pas. Et il s'est tout simplement fait harakiri. Lui aussi a connu une fin tragique. Ah, une fin tragique. Décidément, on est dans des... Il s'est trucidé. Et les poissons sont arrivés quelques minutes après le fait. Il aurait dû attendre un tout petit peu quand même. Et donc à l'époque, on appelait ça un officier de bouche. Oui, un officier de bouche, tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Merci. Alors, et Vatel, il était prince Altois, mais on a quand même un restaurant pas loin d'ici à Alençon. Il s'appelle le Petit Vatel. Oui. Où on peut aller guincher. On peut aller guincher, non, mais on peut aller bain-se-ravouiller, hein, c'est sûr. On mangeait très bien dans le temps. Bain-se-ravouiller, c'est pas de la tambane qu'ils font là-bas, c'est pareil, ça, c'est fortement. Rendez-vous est pris. Ok. Merci Fernand. À bientôt. Pour cette leçon d'histoire. Merci. De l'histoire, on va passer à la culture maintenant avec le prix Le Mans Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, qui a été présenté à Paris il y a quelques jours et dont le prix sera remis bien évidemment dans le cadre de Faites Lire qui se déroulera dans quelques jours également. Donc on va suivre la présentation de cet événement. Mardi 12 septembre 2023. C'est au Café des Deux Magots à Paris qu'a lieu le lancement du prix littéraire Le Mans Saint-Exupéry. Saint-Exupéry a passé 6 ans au Mans, à Sainte-Croix-Saint-Charles. Les personnages de sa famille l'ont marqué puisque une partie des personnages qu'il y a dans Le Petit Prince sont des personnages qui vivaient au Mans, en particulier son grand-père, ses tantes. Il y a aussi maintenant une action culturelle qui doit être valorisée. Et ce prix Saint-Exupéry, c'est vraiment rappeler ce lien avec Le Mans que souvent personne ne connaît. Et donc moi, je souhaite, au travers de ce prix, au-delà de ce qui est la dimension littéraire de Saint-Exupéry, de ce qu'il porte comme message, c'est aussi de marquer ce lien entre ce grand écrivain français et la ville du Mans. Le
Le prix a été créé par la ville du Mans. La capitale sartoise a en effet été le berceau des premières études de Saint-Exupéry, l'écrivain aviateur à qui le prix rend hommage. C'est le voyage, c'est la curiosité, c'est sortir de la boîte où se trouve le petit mouton. C'est plutôt une sélection qui a privilégié la curiosité du monde. Aller loin de là où on est. Ne pas rester, comme disait ce texte, à 1000 milles de toute comptabilité. On sort, et on va voir dehors comment c'est fait. Et le plus loin possible, et le plus souvent possible. Le jury est composé d'auteurs renommés, de journalistes et libraires, ainsi que du secrétaire général de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry. Le prix, doté de 4 000 €, sera remis le lundi 2 octobre lors de la soirée d'inauguration de Faites Lire, le salon du livre de la ville du Mans. Saint-Exupéry était à l'école, au collège Sainte-Croix au Mans. Et il a laissé un souvenir assez vif qui a démarré sa carrière littéraire en fait. C'est pas uniquement historique, c'est aussi dans les valeurs. Je pense qu'il y a des valeurs dans la Sarthe et dans les gens du Mans qui s'approchent bien des valeurs exupériennes de solidarité, d'amitié. Voilà, donc cette histoire qui revit aujourd'hui, c'est tout à fait sympathique. L'idée de créer un prix littéraire est quelque chose de tout à fait naturel lorsque une ville a décidé et a un salon du livre. C'est une extension et c'est une mise en valeur de toute la politique de lecture du livre que peut avoir une ville qui est tout à fait naturelle. Rendez-vous donc le lundi 2 octobre pour connaître le ou la lauréate. Voilà une super initiative. Et donc rendez-vous le 2 octobre pour connaître l'euro-lauréat. Juste une parenthèse pour revenir sur l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry qui a fréquenté les bancs du collège Sainte-Croix pour dire qu'il a été manceau de 1909 à 1915, donc les débuts de son adolescence, et qui, quelque part, a peut-être pris son envol dans la Sarthe puisque tout ça s'était déroulé au lendemain des vols de Wilbur-Wright sur l'aérodrome d'Ehun-Audière. Voilà, une belle histoire, comme la Sarthe en recèle plein dans le domaine de l'automobile, de l'aviation, des vols de montgolfières. Voilà, tout ça nous permet de survoler maintenant un autre domaine qui est le commerce avec Emeline. Bonsoir Emeline. Bonsoir Bruno. Bonsoir alors quoi de neuf dans le Mans et dans la Sarthe? Plein de choses? Évidemment, plein de choses à apprendre cette semaine. Pour commencer, nous irons prendre des nouvelles qui feront plaisir aux zytologues. Vous savez ce que c'est? Non. Les zytologues, c'est les amateurs de bière. Voilà. Ah, d'accord. Ensuite, nous rejoindrons Marine, qui n'est peut-être pas amatrice, ou peut-être d'ailleurs amatrice de bière, mais en tout cas, nous parlerons de son commerce. Nous irons ensuite fêter un anniversaire, et pas des moindres, puisque ce sont les 10 ans de la société Secure Protect. Et enfin, petit tour dans le Sud-Sarthe, à la Chartres-sur-le-Loir, pour découvrir l'ouverture d'un magasin de bricolage d'une grande chaîne. Donc, je vous le disais en préambule, les zytologues vont être contents de découvrir qu'une nouvelle brasserie ouvre prochainement à Saint-Pavas, dans la commune de Saint-Pavas, rue de Touraine. Et elle porte un nom qui suscite curiosité puisqu'elle s'appelle la Bizarre. La Bizarre, pourquoi? Parce que Tom Foucault et Théo Vény, qui sont tous les deux bientôt trentenaires, ont vraiment envie de casser les codes de la bière et de proposer des mélanges qui ne sont pas communs avec des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude de découvrir dans des bières. Nous ne sommes pas le pays de la bière, mais on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de brasseries qui se développent en Sarthe. Il y a beaucoup de brasseries. Vraiment, il y a beaucoup de brasseries. On avait vu ça à Montmirail il y a quelques temps aussi avec un brasseur. Mais j'ai l'impression que dans plein de petits villages, c'est vrai qu'il y a plein d'initiatives de ce genre. Et tant mieux. On en a parlé pas mal. Qui ont remporté énormément de grands prix, notamment en Angleterre et en Allemagne. Mâche Malte, et moi je suis impressionné. Hein. Bon, en tout cas, vous pouvez découvrir cette brasserie, donc comme je vous le disais, rue de Touraine à Saint-Pavas. La production est actuellement en cours dans les grosses cuves et la vente se fera à partir de octobre. Donc, vous pourrez découvrir entre 5 et 6 bières pour commencer, puis la gamme s'étoffera au fur et à mesure. Donc sur un entrepôt de 400 m² sur lequel on peut tout simplement déguster sur place. Un autre lieu
sur lequel dans lequel on peut également déguster sur place, c'est la Délicieuse Marine. C'est un nom prometteur. C'est un magasin donc de vente à emporter, mais également salon de thé. On peut consommer sur place ou à emporter. Au Mans. Au Mans, avenue Rubillard, et tout est fait sur place, tout est fait maison par Marine, 22 ans. C'est important de le noter. Les horaires sont pratiques pour les personnes qui ont besoin d'aller à l'hôpital notamment ou sur les lieux de passage, puisqu'elle est ouverte de 6h30 à 19h du lundi au vendredi, et le samedi, elle ferme à 18h. C'est la deuxième boutique de la jeune Marine, puisque sa première est à Mareil-en-Champagne. Et l'inauguration aura lieu le 2 octobre, donc 196 avenue Rubillard, au Mans, sur la ligne de tramway. C'est parfait pour aller déguster des cookies, des donuts, des muffins, du snacking, du chaud, du froid, tout ce qu'il faut. Vous en mettez l'eau à la bouche. Ouais. Tout ce qu'il faut. C'est une très belle idée à la sortie de l'hôpital. Je pense que c'est un bon concept. L'avenir nous le dira. Ensuite, on remonte un petit peu direction Saint-James-sur-Sarthe pour fêter les 10 ans de la société Secure Protect. Donc la société, vous auriez fait assez rapidement le calcul, elle a été créée en 2013 par Ludovic Morin. Et le 5 octobre, pour fêter ce grand anniversaire, la société a décidé de faire une grande porte ouverte donc aux professionnels, mais également et surtout aux particuliers. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir découvrir, il propose en tout cas des conférences, des expositions, ainsi que des démonstrations, puisque ce sont des métiers qu'on ne connaît pas toujours. Donc l'intérêt, c'est d'aller découvrir les métiers. Donc à la base, ils se sont développés avec le courant haute tension et basse tension. Et aujourd'hui, ils ont de nombreux métiers qui sont déclinés. Ce qui est important à noter, c'est que pour ce grand anniversaire, la société s'est alliée avec une association qui est la Compagnie des Ailes du Rire. Et donc, il y a une tombola qui va être proposée à l'occasion de cet anniversaire et de cette porte ouverte qui permettra de récolter les fonds et donc pour accompagner les personnes qui sont en situation de soins de 0 à 100 ans. Très bien. Donc, on peut aller fêter un bel anniversaire, mais également faire une bonne action. Et enfin, je vous propose de filer à la Chartre-sur-le-Loir, le berceau de la rustine qu'on connaît tous. On a tous réparé un jour un vélo avec une rustine. Et bien là, on va pouvoir faire du bricolage aussi grâce au magasin Weldom qui ouvre ses portes avenue des Déportés, là où il y avait auparavant un magasin Aldi qui a fermé ses portes en 2019. Donc sur une surface de 1000 m², vous allez pouvoir découvrir plus de 200 marques, surtout liées au bricolage, au jardinage, mais également la déco. Donc ce magasin qui sera ouvert par Aurélien Richard est un magasin de la chaîne Weldom et qui fait elle-même partie du groupe de Bricoman et Leroy Merlin. Donc pour des besoins de bricolage, vous pourrez retrouver les marques à la Chartre-sur-le-Loir, avenue des Déportés, au magasin Weldom. Merci Emeline. Avec grand plaisir, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement, on a pris bonne note de toutes ces bonnes informations. Merci à tous, merci Pascal, merci Fernand. Et je vous invite peut-être à rester parce qu'on va recevoir quelqu'un que vous connaissez bien dans quelques instants. Oui, je vais me mettre au garde à vous quand il va rentrer parce que c'est mon chef. Voilà, puisque la troisième partie de cette émission, juste après une petite pause, sera consacrée à Yanis Benabdallah qui est le chef de chœur départemental et aussi chanteur lyrique. À tout de suite.